Le 7-8 Sport, bienvenue sur TV Fil. Si vous venez de nous rejoindre, 26 minutes pour faire le point sur l'actualité sportive dans le département avec Anthony Reich. Bonsoir Anthony. Bonsoir Wilfried, bonsoir à tous. Nous parlerons cyclisme ce soir avec Isabelle Gautron, ancienne championne de France de cyclisme sur piste. Vous êtes la marraine du Vélo Club d'Elancourt 50 ans Yvelines. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et tout d'abord, nous allons parler boxe éducative après les bons résultats aux championnats régionaux minimes du boxing de la Verrière avec le directeur sportif du club, Hassan Aourid. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Alors, tout d'abord, quand on préparait un peu l'émission, on suit évidemment les résultats du club depuis plusieurs saisons, mais cette saison-là, précisément, les titres sont ramassés à l'appel, j'ai envie de dire. Ça réussit plutôt bien. Absolument. Donc en boxe éducative, on est maintenant le premier club des Yvelines. Donc pas encore d'Île-de-France, ça ne saurait tarder, en tout cas j'espère. Donc voilà, on a 9 champions départementaux, donc 1 en benjamin, 5 en minime, 4 en cadet, enfin 3 en cadet, pardon. Donc là, au niveau Île-de-France, on a donc 2 champions Île-de-France, un vice-champion de France d'ores et déjà minime, donc vous les voyez sur les photos. Et ceux-là sont qualifiés, donc pour les 2 champions, sont qualifiés pour les interrégions, qui normalement devraient avoir lieu courant mars. Et vous êtes satisfait de ce bilan ? Complètement. Non seulement, moi je suis pas là que pour la victoire, je suis là aussi pour l'éducatif. Et étonnamment pour certains entraîneurs, moi j'ai pris beaucoup plus de plaisir avec les perdants qu'avec les gagnants. Parce que les perdants ont fait vraiment des choses magnifiques. Voilà. Mais les gagnants aussi tout de même, ils ont fait des choses magnifiques aussi tout de même. Oui, mais ils font toujours des choses magnifiques. Sauf qu'en général, les perdants font mieux qu'avant. Donc c'est un pur bonheur. Ils progressent tous, quoi. Quel que soit le résultat au final, ils ont tous progressé. Le bilan est meilleur que la saison passée ? Absolument. On était à 6 champions départementaux l'année dernière. Donc là, on a fini 3 titres de plus. Voilà, 3 titres de plus départementaux. On a fini aussi au niveau régional à 2 champions et 1 vice-champion. Sauf que là, on a encore les cadets qui boxent ce week-end. Et aussi, on a un benjamin qui boxe à domicile le 30-31 mars. Vous êtes tous conviés à la Verrière. Et alors, qu'est-ce qui a fait que ce succès est grandissant ? C'est vos exigences qui augmentent ? C'est des pépites que vous découvrez ? Alors, qu'est-ce qui fait que ça a marché ? Je pense la rigueur, la présence, la gestion du stress, parce que voilà, moi personnellement, je suis d'un cursus, j'ai travaillé beaucoup avec des enfants, dans l'animation, dans le social, tout ça. Donc voilà, les enfants, si on leur met pas la pression, on leur fait comprendre que c'est un jeu, ça boxe et ça donne du résultat automatiquement sans se prendre la tête. Oui, la rigueur, vous dites, mais vous êtes sévère avec eux véritablement ? Aussi. Ouais. Ah ça rigole pas. Oui, c'est carré. Non, on rigole aussi, on rigole. Mais je veux dire. Mais pas trop. Non, pas trop. Mais pas trop, voilà. Comme au boulot. Mais oui, c'est vrai, c'est le secret de la réussite. La boxe, c'est aussi la vie. Donc forcément, il y a des règles, il faut les respecter. Et donc ils s'y plient, ils n'ont pas trop le choix. Il faut rentrer dans Ils sont plutôt contents puisqu'ils ont des bons résultats. Absolument. En plus, ils doivent être contents. Ouais. Je crois aussi ce qui fait votre succès, c'est votre approche de l'assaut, puisqu'on ne parle pas de combat en boxe éducative, mais d'assaut. Et vous avez une méthode un petit peu particulière, je crois. Alors, l'assaut, ce qui le différencie du combat, c'est que c'est de la touche. La frappe est interdite. Alors sur ça, mon club, si je peux me l'approprier, donc notre club commence à vraiment être réputé sur le respect du règlement. Pour exemple, on est parti en Picardie, à Terny exactement. On a fait 9 assauts, donc l'équivalent de 9 combats. On a 9 victoires. Alors certains parce qu'ils sont doués, d'autres parce que juste ils respectent le règlement. Voilà. Donc c'est une problématique à connaître. Quand on respecte le règlement, on a des chances de gagner. C'est cette rigueur qui fait votre succès. À la salle, en entraînement, en combat, en compétition, on oblige les gamins à respecter les règles. Et vous les voyez où après, ces différents gamins justement ? Vous les voyez évoluer comment ? On les voit comment ? On les voit dans la salle. Ils vont rester au club, ils vont continuer, ils vont progresser, faire des combats par la suite ? Moi j'ai aussi un cursus multisport aussi, donc moi j'estime, je suis à fond dans la boxe, sinon je ne serais pas entraîneur de boxe, mais moi j'estime qu'un enfant il fait ce qu'il aime. S'il se plaît dans la boxe, il fait de la boxe. S'il se plaît dans le foot, il fait du foot. L'essentiel, c'est qu'il se plaise et puis surtout qu'il apprenne des règles de vie. Voilà. Vous parliez là de ce système de comptabilisation des points, puisqu'il faut toucher et non pas frapper. Ça, c'est un aspect très compliqué à faire comprendre aux jeunes, parce que quand on a 11-12 ans, on a peut-être envie plus de se battre, plus franchement. Mais parlez pour vous, Anthony. Vous avez quelque chose à exprimer ? Non, ça va bien, ça va bien. Alors la bagarre, elle n'a pas lieu d'être. Que ce soit même en compétition, même de boxe amateur ou de boxe professionnelle, on est dans un sport de combat certes, mais on n'est pas dans de la bagarre, donc déjà pour commencer. Alors ce qui différencie l'assaut du combat, donc la boxe éducative de la boxe amateur ou boxe professionnelle, c'est qu'on travaille sur des échanges. Donc un échange remporté donne un point, alors qu'en boxe amateur, un coup donné avec une certaine puissance, avec la bonne partie du point dans la bonne zone de frappe,
ça donne un point. Voilà. La seule différence, c'est qu'on note à l'échange et non à chaque coup porté. Comme en boxe amateur, ce qu'on voit traditionnellement. Voilà. Dans les médias. Il y a aussi une autre clé de votre réussite, je crois, c'est l'association que vous faites entre l'école et le sport. Alors ça, on y vient doucement. Ça, c'est des problèmes, c'est que ça demande beaucoup de temps. On a, pour tout vous avouer, on n'a pas beaucoup de problèmes ni de discipline, ni au niveau scolaire, au niveau des enfants qu'on a. Pourtant, moi, la première année où je suis arrivé, je m'attendais à avoir un peu plus de problèmes. La Verrière, Cité Sensible, alors que pas du tout. Je les ai de tête, là, 2 enfants qui ont des problèmes scolaires. Et effectivement, on essaye de suivre et justement leur donner des objectifs. Comme ils s'accrochent au sport, leur dire que le sport, c'est bien, mais ça ne sera pas possible si tu ne travailles pas à l'école. Voilà. Et ça fonctionne justement pour l'instant? Ça fonctionne pas, on commence. Donc on y pense. Là, on commence à avoir des partenariats avec la réussite éducative à la ville de la Verrière. On commence à chercher à nouer aussi des partenariats avec le milieu scolaire. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Et nous, on est aussi occupés sur d'autres postes ailleurs. Moi et les autres entraîneurs, parce que je ne suis pas tout seul. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Mais dans l'idéal, c'est ce qu'on voudrait. C'est-à-dire que vraiment, le sport soit associé à l'éducation scolaire. Et justement, le milieu scolaire, ils sont plutôt réceptifs à ce genre de demande, parce qu'on le sait, il va y avoir une réforme du temps scolaire, d'organisation du temps scolaire, alors sans doute du temps libre pour qu'éventuellement les associations le prennent et en bénéficient. Il y a des contacts avancés dans ce sens-là? Pour vous répondre, je pense qu'il faudrait les inviter. En tout cas, nous vous n'avez pas été sollicité encore pour ça? Non, pas du tout. Mais nous, on est preneurs parce que vraiment, on estime que le sport, c'est bien. Mais ça ne se fait pas tout. Enfin, moi, je sais que dans mon cursus d'animation, j'ai vu beaucoup de jeunes, en général plus attirés par le foot, qui se mettent dans le foot, qui négligent l'école et qui à la fin se retrouvent sans diplôme ou alors avec pas grand-chose et qui galèrent pour trouver un emploi par la suite. Ça veut dire que dans votre système, si on va jusqu'au bout, un jeune qui est dans votre club et qui n'aurait pas de bons résultats scolaires à la fin de l'année scolaire, là, en juin, comment ça se passe? Vous lui reconduisez sa licence ou pas? Déjà, je vous dirais en juin, c'est un petit peu tard déjà. Je pense qu'il faut s'y prendre un peu avant parce qu'au mois de juin, il redouble, je pense. Non. Le truc, c'est d'avoir un suivi régulier. Après, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des enfants qui sont plus impliqués dans le sport qu'ils pratiquent. Donc, ça peut être la boxe ou autre chose. Là, moi, en l'occurrence, c'est la boxe. Donc, un enfant qui est vraiment très intéressé par la boxe, on peut avoir un moyen de pression sur lui. Un enfant qui fait ça comme il pourrait faire un autre sport, là, ça devient plus compliqué. Il faut aussi être raisonnable. C'est-à-dire que c'est une histoire de carotte aussi. Voilà. Vous parliez d'objectifs tout à l'heure sur les interrégions et sur les prochains championnats régionaux de Benjamin, notamment. Vous avez des espoirs de titre là aussi? Sur le régional, on a un Benjamin qui vient de passer Benjamin cette année. On va espérer qu'il soit champion quand même, d'autant plus à domicile, ça ferait plaisir. Par contre, au niveau interrégional, je ne vous cache pas que je pense que je reviendrai ici dans très peu de temps, moi ou quelqu'un d'autre du club, parce qu'on risque d'avoir des champions de France. L'année dernière, on a été bloqués parce que les Benjamins ne participent pas aux interrégions, sauf que ces Benjamins qui viennent avec des dents très aiguisées sont cette année en minime, dont d'ailleurs 2 qui reproduisent, qui étaient en champion de France Benjamin et qui sont encore champions de France en minime. Eh bien, vous reviendrez sur le plateau justement nous parler de leurs résultats. Avec plaisir. Voilà, on verra justement si ce que vous nous avez annoncé est vrai, s'ils ont réussi. Merci à vous. Vérifiable. Merci beaucoup Hassan. De l'assaut à la grâce, Wilfried, ce week-end, l'entente sportive guyan-courtoise de gymnastique organisait les championnats régionaux de gymnastique artistique. Près de 350 gymnastes s'affrontaient. Nous les avons suivis avec Patrick Jacques de Dixmude. Répétition grandeur nature avant les championnats de France, les championnats régionaux de gymnastique artistique organisés à Guyancourt ce week-end permettent aux gymnastes d'obtenir leur billet pour la demi-finale des championnats de France. La plupart des athlètes guyancourtoises sont habitués aux joutes nationales. Ce rendez-vous est donc l'occasion d'essayer de nouveaux enchaînements, mais parfois à risque. Pour l'instant, ça s'est bien passé, mais j'ai lancé une nouveauté et je suis tombée. Mais faut aller jusqu'au bout, donc... 20 gymnastes guyancourtoises se préparent à cette compétition depuis début août et le stage de reprise. Et les performances sont au rendez-vous. Je suis content dans l'ensemble parce qu'on a amené des modifications par rapport au mouvement de la compétition précédente. Donc il y a encore un peu d'incertitude et de stress par rapport à ça. Mais dans l'ensemble, sur l'engagement, il y a une bonne chose. Bon, quelques petites erreurs sur ce premier agrès, mais là on profite du repos pour récupérer. Cette compétition, c'est aussi l'occasion de faire naître des vocations. C'est beaucoup de stress pendant 3 jours. On prépare le vendredi, on fait tout le samedi, tout le dimanche. Mais ce qui est bien, c'est que ça permet de réunir les parents, les enfants, que des jeunes, des futurs gyms qui font de la baby gym, voir ce qu'elles pourraient faire plus tard. Et puis ils se disent, pourquoi pas moi? Sur les 2 jours de compétition, environ 350 participantes se sont affrontées sur le plateau. 3 gymnastes guyancourtoises ont remporté la compétition dans leurs catégories respectives, dont Jade Patisson en National B. Elles défendront leurs couleurs lors des championnats de France au mois de mai.
Et le 7-8 sport qui se poursuit après la boxe éducative. On va s'intéresser au cyclisme à présent. Avec une marraine en plus de renom pour ce club. De renom exceptionnel. Isabelle Gautron, bonsoir à vous. Bonsoir. Ancienne sextuple championne de France de cyclisme sur piste. Membre de la direction technique nationale de la Fédération française de cyclisme. Et nouvelle marraine du Vélo Club d'Élancourt de 50 ans en Yvelines. Alors, pourquoi avoir voulu devenir marraine de ce club ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont un projet qui est fort intéressant. Donc, je ne les connaissais pas avant le mois d'avril. Et j'ai rencontré Thierry Fabre lors d'une réunion concernant l'aménagement de la colline d'Élancourt. Et puis, on a discuté et il m'a présenté son projet. Et il m'a proposé d'être marraine. Et voilà, j'ai dit donc, banco, on y va. Et surtout, aujourd'hui, je suis directrice technique nationale de la fédération. Et comme je ne serai plus directrice technique nationale au mois de mai prochain, j'ai souhaité mettre fin à mes fonctions. Eh bien, je suis libre de tout engagement et je peux aller dans le club qui me va bien. Et je pense que Élancourt est un club qui a beaucoup d'avenir. Et je pense qu'on peut faire des belles choses ensemble. Alors justement, quand même la parenthèse, pourquoi vous quittez vos fonctions de DTN ? Je quitte parce que je suis DTN depuis 8 ans. J'ai fait 4 ans sur le triathlon, là 4 ans sur le cyclisme. C'est un métier très dur, enfin c'est une mission très très dure. Voilà, j'ai d'autres projets qui auraient été incompatibles avec cette fonction. Et puis bon, il va y avoir des élections dans 15 jours à la fédération. Je pense que le président devrait être réélu avec des nouveaux collaborateurs. Et voilà, donc je ne m'inscrirai pas dans le projet du nouveau président. Enfin, du président qui sera nouvellement élu, je pense. Peut-être David Lapartien, voilà. Sûrement David Lapartien. Ce que vous pouvez apporter à ce club d'Élancourt 50 ans en Yvelines, c'est votre attrait, évidemment, pour la piste. Alors voilà, j'espère que je vais pouvoir leur apporter beaucoup pour le développement de la piste. C'est quand même une discipline très particulière. On ne peut pas s'auto-proclamer pistard ou éducateur sur la piste sans avoir un minimum de connaissances et voire de compétences. Donc voilà, moi je vais être là pour être au service, pour essayer de développer avec eux un projet, un véritable projet. Pourquoi pas revenir ici après avec des titres de champion d'Île-de-France comme votre invité de la boxe. Il y a plein de choses à faire autour du vélo. Avec un outil comme celui-ci, on peut aussi espérer avoir une équipe de niveau national et pourquoi pas de niveau international. Et vous aurez un superbe outil de travail qui sera le Vélodrome tout près d'ici. Alors un très bel outil de travail. J'étais encore dans les locaux la semaine dernière pour une petite visite et voilà, ça va être un vélodrome de 250 mètres en bois, des virages d'une largeur de 8 mètres, ce qui n'existe pas aujourd'hui. C'est donc inédit, voilà, je pense que ça va être une piste à record et puis il y aura vraiment tout pour accueillir les cyclistes de façon optimale. Justement, le vélodrome, c'est l'outil qui manque en ce moment dans le sport français, surtout dans le cyclisme français ? On va dire que oui, c'est un outil comme ça manquait, même si on avait un vélodrome ailleurs semi-couvert et un vélodrome couvert sur Bordeaux. On va dire que c'est quand même l'outil qui manquait. Aujourd'hui, les athlètes s'entraînent sur l'INSEP, un petit vélodrome de 166 mètres. Donc vous voyez, les grandes compétitions se déroulent sur du 250 mètres. Là, on va avoir un bel outil. Ça n'a pas empêché quand même d'avoir des champions. Et encore aujourd'hui, Baugé s'entraîne là-bas, d'Almeida. Donc ça va être un outil complémentaire. Et je crois que c'est la piste, j'avais dit dans un journal, on l'attend depuis 30 ans, mais je crois que c'est même depuis la destruction du Veldiv qu'on attend un outil comme ça en France. Alors vous êtes la marraine du Vélo Club d'Élancourt 50 ans en Yvelines. J'ai l'impression que c'est le seul club dans les Yvelines qui tient la route. Les autres sont un peu en désuétude. On a vraiment l'impression qu'il n'y a que celui-là qui sort encore du lot. Alors c'est vrai que le Vélo Club d'Élancourt a une particularité, c'est qu'il est affilié à 3 fédérations, à l'UFOLEP, à la FSGT et à la FFC. Donc il permet d'offrir un panel d'activités beaucoup plus grande que les clubs qui restent sur une seule fédération. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il arrive à sortir du lot. Il sort du lot aussi parce qu'il a quand même des dirigeants très motivés qui encadrent bien leurs jeunes. Ça, je crois que c'est très important. Le cyclisme est un sport individuel, mais qui se déroule par équipe. Et aller faire du vélo tout seul, ça va un temps. Et donc, si vous n'avez pas derrière une dynamique, eh bien, ou vous changez de club, ou alors vous arrêtez tout bonnement. Après, il y a le club de Vélizy aussi, qui est un club quand même
très dynamique dans le département. Et puis il y en a d'autres un petit peu plus loin, sur Gambais, Maule. Mais ça tient à quoi? Ça tient à la personnalité, aux personnalités qui dirigent les clubs aussi? Je pense que ça tient aux personnalités. On a le comité départemental des Yvelines, donc, qui vient d'être renouvelé. Mais on ne peut pas dire que ces dernières années, ça a été très dynamique. Avant, il y avait le Tour des Yvelines qui marchait très bien, qui était porteur quand même comme événement sur le territoire. Voilà, je crois qu'il faut que les dirigeants du comité départemental et que les dirigeants des clubs se saisissent de ce vélodrome pour donner une dynamique club et donner envie aux jeunes de venir faire du cyclisme sur piste. Vous croyez que le vélodrome, justement, ça aide à, par exemple, l'étape du Tour de France qui va démarrer de Versailles, le départ de Paris-Nice dans quelques semaines qui part de Houille? Ça aide aussi, ça? C'est l'année du vélo dans le département, voilà, parce qu'entre la livraison du vélodrome, le Paris-Nice qui va partir, donc voilà, le Tour de France, et vous le rappelez, Anthony, qui va se dérouler aussi sur une partie sur les Yvelines, du côté pas loin de Saint-Quentin en Yvelines. C'est l'année du vélo. Il y a une vraie dynamique aujourd'hui qui est enclenchée? Je crois qu'il y a une vraie dynamique qui a été enclenchée maintenant depuis 2 ans avec le départ du Paris-Nice, quand même, sur le département. Le Tour de France est aussi passé dans les Yvelines l'année dernière. Il est passé du côté de la vallée de Chevreuse. Là, il part de Versailles. Il refait tout un tour dans la vallée. Donc oui, ça va donner encore plus de consistance au projet vélo derrière. Et oui, c'est l'année du vélo. En 2013, il y aura un beau vélodrome. Et puis on va dire que quand même, le département des Yvelines et la vallée de Chevreuse à proximité, c'est quand même le département du vélo. Et puis cette dernière étape donc, du 100e Tour de France qui passera notamment dans Saint-Quentin en Yvelines. Il y aura une vingtaine de minutes à travers Montigny, Guyancourt, et on passera du côté du vélodrome. Vous le verrez sur toutes les télés nationales, ce vélodrome. Alors, est-ce que l'ancienne sextuple championne de France va devenir entraîneur en arrivant à Elancourt, 50 ans en Yvelines? Alors, entraîneur, je ne sais pas si après avoir été directrice technique, j'ai envie d'être entraîneur. Transmettre un savoir, oui. Mais de là... sur les mots, entraîneur. Ouais, c'est presque ça. Non, c'est presque oui, ça. non, parce qu'un entraîneur... attention, j'ai beaucoup de respect pour mes entraîneurs. J'en ai quand même 25 dans mon équipe. Voilà, maintenant, est-ce que j'aurai la patience d'être entraîneur? Parce que c'est un vrai métier. Je pense, peut-être. Non, moi, pour l'instant, je ne me positionne pas comme entraîneur. Je me positionne plutôt comme pas meneuse de projet, ça ne fait pas terrible, mais comme une personne, comme une personne qui va essayer de monter un projet avec des gens qui sont déjà dans le club. Il y a des gens qui font beaucoup. Je ne suis pas là pour prendre leur place, je suis là pour les aider, pour les accompagner, pour faciliter. Voilà, donc pas encore entraîneur. On sait, ils sont impliqués. En plus, ils viennent souvent sur ce plateau. On les suit depuis des années. Alors attention. Bien souvent, exactement. Merci beaucoup Isabelle d'être venue ce soir sur le plateau de TV Fil. Et puis on suivra donc l'évolution de ce nouveau club avec sa nouvelle marraine. Il n'y a pas de problème. Merci à vous. Merci beaucoup. Cette édition du 7-8 Sport qui se poursuit en images à présent avec un autre championnat régional. Cette fois-ci, c'est du tennis de table. Oui, le club de Voisins-le-Bretonneux accueillait pour la 4e année le tournoi régional. L'occasion de voir évoluer la crème des joueurs français. Reportage avec Patrick Jacques de Dixmude. Les balles rebondissaient par milliers sur les tables ce week-end lors du tournoi régional de Voisins-le-Bretonneux. Et pour cause, en l'espace de 4 ans, le tournoi vicinois a vu son nombre de participants tripler, passant de 100 à environ 300 joueurs venus de toute l'Île-de-France. Un succès qui permet d'attirer des pointures tricolores comme Alexis Marot, 209e joueur français. Il a arrêté les compétitions individuelles au niveau national, mais garde le contact avec les tournois. On prépare un match de montée en national la semaine prochaine en par équipe, donc c'était pour pouvoir faire des matchs avant la semaine prochaine. Le but quand même aujourd'hui, c'est de gagner la compétition. C'est de préparer la semaine prochaine, mais aussi de pouvoir gagner le tournoi. Ce week-end, une quarantaine de joueurs vicinois défendaient leur chance. Parmi eux, un droitier plutôt discret se fait plaisir autour de la table. Mon objectif aujourd'hui, donc dans le toute série, c'est de me faire plaisir parce que je joue des joueurs plus forts que moi. Et dans le tableau, c'est d'arriver le plus loin possible parce que j'ai joué des joueurs à peu près à mon niveau ou un peu plus forts. Et donc essayer d'aller le plus loin possible. Assis sur la chaise d'arbitre entre ces matchs, Anthony Deluise sortira premier de sa poule, mais échouera en 8e de finale. En revanche, 3 joueurs vicinois se sont tissés sur le podium ce week-end. Prochain rendez-vous, la Coupe de double des Yvelines. Du baseball à présent, on va parler de sport américain. Le Japon, le Canada, les plus grandes fédérations internationales de baseball lui font les yeux doux. À 14 ans, Mélissa Mailleux est joueuse des Cougars de Montigny et surtout est considérée comme le génie de sa discipline. Nous sommes donc allés à sa rencontre avec Patrick Jacques de Dixmude. Quand j'ai commencé, j'avais les mains bien mises. Après, j'ai grandi et après, c'était plus ça. J'avais plus ce mouvement-là. Elle ne savait pas encore lire que tenir la batte était naturel.
À 14 ans, Mélissa Mahieu collectionne les titres de meilleure lanceuse et de MVP, meilleure joueuse du championnat. Sélectionnée en équipe de France de softball et de baseball depuis 1 an, capitaine de son équipe au Cougar, la jeune Iny Montaine n'a pas atteint ce niveau par hasard. Mélissa va essayer d'apprendre le geste le plus consciencieusement possible, le répéter à l'infini pour pouvoir s'améliorer. Maintenant, ce n'est plus sur une globalité de jeu qu'elle a à apprendre, c'est sur des points de détail. Et c'est pour ça qu'il lui faut des coachs qui soient du niveau national pour pouvoir construire son jeu. Depuis quelques mois, les plus grandes fédérations étrangères lui font les yeux doux. En octobre dernier, elle est invitée à découvrir le baseball féminin japonais. Dans quelques jours, la lanceuse des Cougars va s'envoler pour Cuba pour participer à un stage avec la sélection nationale canadienne, en vue des championnats du monde 2014. Mais elle reste les pieds sur terre et ne compte pas abandonner son club formateur pour autant. J'aimerais bien pouvoir jouer jusqu'à 18 ans en France et après pouvoir partir à l'étranger dans une université et pouvoir faire quelque chose dans le baseball. Pour l'instant, je me débrouille. J'arrive à bien faire les deux, mais il y a des moments où ça devient compliqué et il faut parfois louper des entraînements. Et c'est quand même l'école qui reste prioritaire? Ah oui, de toute façon, sans école, on peut rien faire. Malheureusement pour le club saint-quentinois, la réglementation ne permet pas aux filles de jouer avec les garçons après l'âge de 15 ans. Seul le softball leur est ouvert, mais Mélissa a déjà fait son choix. C'est vraiment ma passion et je veux pouvoir continuer à jouer toute ma vie. L'essentiel des sports à présent avec les autres résultats à retenir de ce week-end. Rugby, 13e journée de Fédéral 3. Plaisir s'est imposé à domicile 13-9 face au Racing Club de Blaisois. Dans un match plutôt fermé d'ailleurs, avec un seul essai inscrit par les Plaisirois. Les Plaisirois du coup sont toujours avec cette victoire 3e de Fédéral 3, égalité de points avec Vitry et Ponton-Combo. Le PRC va devoir se battre néanmoins jusqu'au bout pour obtenir son ticket pour les playoffs. Handball avec les féminines de Montigny, le Bretonneux, qui allait un peu mieux ces dernières semaines, mais ça ne s'est pas confirmé. Après 3 victoires consécutives, un petit coup d'arrêt pour les féminines de Montigny qui se sont inclinées sur le terrain du Sambre-Avenois Handball 30-27, malgré 8 buts de la capitaine Gabrielle Parloer. Avec cette défaite, les joueuses de Stéphane Paysan restent tout de même à une jolie 5e place de leur poule de National 2 avec 28 points, ce qui est plutôt bon par rapport à l'objectif de maintien. Effectivement, mais le podium semble maintenant s'éloigner un petit peu plus. Il n'y aura pas de surprise en tout cas cette année sur ce championnat en basket. Pas de surprise malheureusement cette fois-ci, une fois de plus plutôt pour Trappes, pour le basket. Oui, tout à fait. Un championnat de France de National 2 masculin, nouvelle défaite pour l'étoile des cheminots de Trappes sur le parquet de Saint-Brieuc cette fois-ci, 96-73. Les joueurs trappistes sont toujours dans la zone rouge, mais ils ne sont plus qu'à 1 point du premier non relégable, Le Mans. Chez les femmes, l'entente Le Chesnay-Versailles traverse une période délicate. Les filles de Vinko Bardic se sont inclinées à la glacerie 85-71. C'est leur 3e défaite de la saison. Leur manque de profondeur de banc commence à se faire sentir, mais elles restent leaders de leur poule de National 2. Et puis on en avait parlé, ça se resserre tout de même au niveau du classement. Ça devient assez compliqué pour les féminines du roller hockey aussi. 10e journée de National 3 après une petite pause hivernale, dirons-nous. Les Chocs d'Elancourt se sont baladés littéralement à Saint-Gratien. Victoire 10-1 au terme d'un match très maîtrisé et surtout très rigoureux avec très peu de pénalités encaissées. Les joueurs de Benjamin Ferrand sont 4e de leur poule et restent meilleure défense du championnat avec 25 buts encaissés. Et puis des nouvelles de Tanguy Delamotte. Tanguy Delamotte, c'est la dernière séquence nouvelle de notre marin versaillais qui parcourt le monde dans le Vendée Globe. Ils ne sont plus que 2 d'ailleurs en mer, Alessandro Di Benedetto et le marin, Tanguy Delamotte, le marin versaillais. Ces derniers jours, le skipper d'Initiative Cœur a percuté un ovni. Résultat, le safran tribord cassé et la dérive très endommagée. Tanguy Delamotte a dû réduire l'allure de son bateau à 1 nœud, c'est-à-dire quasiment rien du tout. C'est du surplace presque. Du surplace pour permettre à la pompe électrique en fait du bateau de vider l'eau du compartiment, que l'on voit d'ailleurs sur ces images. Il a mis plusieurs jours à réparer. Heureusement, tout va bien pour lui aujourd'hui. Tanguy est à moins de 1500 milles des Sables d'Olonne. Il devrait retrouver la terre ferme d'ici 3 à 4 jours, vendredi ou samedi. Et puis vous l'attendrez à l'arrivée en plus. Oui, il va vous retrouver à l'arrivée. Voilà, tout à fait. TV Phil se mobilise évidemment. On sera présent à l'arrivée du skipper d'Initiative Cœur. Nous recueillerons évidemment ses premières réactions et des images exclusives que vous verrez dans le prochain 7-8 Sport. Le 7-8 Sport de lundi prochain, à ne pas manquer, 18h30 en direct pour voir cette arrivée de Tanguy Delamotte qui est donc là tout proche des Sables d'Olonne. Et puis on termine
termine par une bonne nouvelle en escrime. Oui, des nouvelles de Jérôme Npadjanga. Vous savez, c'est cette jeune tireuse du club d'escrime de Trappes que nous suivions en début de saison. La tireuse junior vient de terminer 3e à l'épreuve de Coupe du Monde qui avait lieu à Lyon ce week-end. Avec cette performance, Jérôme rentre dans le top 10 mondial junior. Elle sera dans 15 jours après l'ultime étape à Budapest si elle est sélectionnée ou non pour les championnats du monde junior avec l'équipe de France. Mais cela ne devrait pas trop poser de problème. Merci Anthony, on se retrouve donc la semaine prochaine, même heure pour un point complet sur l'actualité sportive. Oui, n'hésitez pas à commenter le 7-8 Sport sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook et nous donner tous les résultats de vos clubs. À lundi prochain, bonne soirée.